Merci. Je vous avais dit au départ qu'il était difficile de trouver un titre unificateur à toutes les interventions. Vous en avez eu une traduction parce que chacun des intervenants a parfaitement décrit son champ de réflexion. Alors, je ne sais pas, vous, dans la salle, ce qui vous a le plus interpellé, mais vous allez nous le faire savoir dès vos prochaines questions. Mais je ne sais pas qui lève le bras. Pas encore. Il vous faut le temps de la réflexion aussi et de la digestion. Ah, si, monsieur. Allez-y. On vous apporte un micro. Merci. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité et la clarté de leurs exposés et de leurs interventions. Je reviendrai sur un sujet abordé tout à l'heure sur Internet. Bien sûr, cette découverte extraordinaire a facilité l'accès à la connaissance et dans un tas de domaines. Elle permet aussi à certaines personnes âgées qui se sont mises à cette fonction de communiquer. Et on touche donc là à l'aspect de l'équité qui a été évoqué hier. Sur l'équité, c'est aussi l'approche du bonheur. Alors j'ai une question très précise sur le sujet de l'Internet dans son domaine économique, à savoir la vente par correspondance. Bien sûr, elle apporte la facilité à un certain nombre de personnes, sans bouger de chez eux, d'avoir accès à des prix qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir par ailleurs. Mais on supprime aussi par cet intermédiaire le contact humain, le contact du toucher, l'accès à la boutique, au petit commerce, et quelles sont les retombées éthiques de cette conséquence. Je ne sais pas si vous voulez répondre, Albert Duroy, mais peut-être si certains de nos économistes sont restés dans la salle, auront-ils peut-être un bout de réponse. Moi, j'ai une réaction de simple citoyen. Je ne connais rien, je ne connais pas grand-chose à Internet. Je suis plutôt de la génération Gutenberg. Et d'autre part, je ne connais pas grand-chose à la vente par correspondance. Mais évidemment, vous avez raison, mais évidemment, vous n'avez cité qu'un exemple, et il y en a 100 autres. L'existence de distributeurs de billets, le fait que maintenant, les banques les plus envahissantes dans les pubs des écrans télévisés, ce sont des banques entièrement informatisées qui n'ont pas d'agence. Là aussi, ça supprime un face-à-face entre le client et le banquier. En médecine, de plus en plus, on parle maintenant de l'aide à distance par un spécialiste de telle ou telle opération ou de tel ou tel diagnostic. Est-ce que, c'est une question que je pose, mais vu l'évolution des choses ces dernières années, rien ne m'étonnerait. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, contrairement à ce que je crois le serment d'Hippocrate fixe, c'est-à-dire qu'il faut une relation humaine, physique, entre le patient et son médecin, est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain des consultations par vidéo interposée, etc. Enfin, bon, on peut tout imaginer. Je me demande si ça n'existe pas déjà, d'ailleurs. Ça existe. Et il y a beaucoup de télémédecine et maintenant téléchirurgie. Vous le savez, Christelle Didier. Oui, alors, en effet, il y a aussi quand même beaucoup d'aide à la décision médicale dans l'Afrique subsaharienne, par exemple, en utilisant les téléphones portables ou ces outils. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation entre un soignant, qui peut être quelquefois plus un infirmier, une infirmière, un gérant de quelqu'un qui travaille dans un dispensaire qu'un médecin. Donc, bon, c'était pour aller plus loin là-dedans. Moi, le point que je vois en commun entre l'intervention qui vient d'être faite et puis nos trois intervenants, c'est le rapport au temps. Et je trouve que c'est finalement extrêmement fabuleux parce qu'on a le temps du passé qui nous aide à penser l'avenir, mais ce retour sur ce passé avec cette immense honnêteté intellectuelle de l'historien qui se remet en question perpétuellement de savoir s'il raconte la bonne histoire ou pas. Et puis c'est à cette vitesse que vous évoquiez qui est une compression, une vitesse extraordinaire qui empêche de penser parce qu'il y a cette compétition entre journalistes
pour être le premier à apporter ce qui est attractif et pas forcément fondamental, mais ce temps qui modifie profondément les conditions du travail, et puis le temps de l'avenir, de l'imaginaire, du rêve, de ce qui n'est pas encore là. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment au contraire quelque chose de très, très cohérent et très dans ce rapport au temps, et qui me fait penser aussi à ce qui a été dit à d'autres moments aujourd'hui. Et par rapport, je pense à la maladie du cancer, on parle de plus en plus de l'importance de la méditation pour accompagner les patients dans leur guérison, dans leur bien-être, dans plein de choses. Mais qui dit méditation dit justement un temps qu'on n'a plus du tout l'habitude de prendre. Donc je pense que ce rapport au temps, il est un beau fil conducteur. Voilà. Jacques Arnaud. On évoquait effectivement, sans du tout ignorer ce que vient de dire Christelle Didier, mais pour quand même continuer sur la question de l'action télé, télécommunication, télémédecine. C'est vrai qu'il y a, comme toujours, des côtés positifs et des côtés négatifs. Ça dépend aussi à quel niveau de technicité on arrive. En termes de télémédecine, alors si effectivement l'usage de la télémédecine nous amenait à ne même plus franchir notre porte pour aller voir le médecin qui est juste en face de chez nous, ce serait extrêmement grave. En revanche, de pouvoir aujourd'hui offrir des diagnostics à des populations qui sont isolées de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles d'accès ou extrêmement coûteuses ou longues. Aujourd'hui, le CNES a développé ce type de télémédecine en Guyane, tout simplement, puisqu'on est installé en Guyane, autant le mettre en œuvre dans un endroit qu'on connaît bien. Cela permet quoi ? Eh bien, en fait, avant d'envoyer ou de ne pas envoyer un hélicoptère qui sera trop coûteux vers une bourgade en pleine forêt guyanaise, eh bien, on peut quand même poser un pré-diagnostic qui permet d'ajuster un acte médical et peut éventuellement de le mettre en œuvre ou pas, alors qu'auparavant, on préférait ne pas trop savoir, parce qu'on revient à la question qu'on a posée ce matin, parce que ça peut être coûteux. Donc il y a quand même un certain nombre de pas successifs. Un autre exemple que j'ai en tête, mais vous en connaissez peut-être plus dans les questions militaires, le militaire utilise beaucoup l'action télé, à distance. Alors on parle aujourd'hui des drones en permanence, donc ce ne sont pas des avions sans pilote, mais ce sont simplement que le pilote n'est pas dans l'avion. Il y a bien un pilote, mais il n'est pas dans l'avion, pour reprendre un titre de film bien connu. C'est vrai que c'est un peu l'extrême, mais récemment je discutais avec des officiers de l'armée de l'air où ils ont vu une introduction successives de technologies, où les premières technologies, grâce justement à des opérations à distance, permettaient ou leur demandaient d'approcher au plus près d'une zone où il fallait qu'ils aillent déposer une bombe, de lancer leur bombe, et puis ensuite c'était tu tires et t'oublies. Parce que ensuite la bombe se débrouillait toute seule et allait toucher la cible, sans que eux, pilotes, puissent savoir quel était l'effet de leur action, sauf le lendemain lorsqu'on envoyait un autre avion d'observation et qu'eux pouvaient voir s'ils avaient touché ou pas. Bon. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'expliquaient, donc je fais confiance à leur témoignage, aujourd'hui la technologie a avancé et à bord de la bombe, il y a ce qu'il faut pour observer le devenir de cette bombe jusqu'au moment où elle va concrètement toucher sa cible, et cela, le pilote le suit depuis son appareil. Si bien qu'on retrouve quasiment du face-à-face. Je veux dire par là que, alors évidemment, on n'est pas de guerrier à guerrier, le contact n'est pas physique, mais le pilote dans son appareil, en l'occurrence je pense évidemment à un avion, qui est en train de retourner à sa base, voit ce que devient sa bombe, voit ce qu'elle va faire, et là ça change complètement le rapport du guerrier, si je puis dire, face à sa cible. Et ce n'est pas, comment dirais-je, l'action télé devient un peu plus délicate à gérer. Et c'est donc attention. La technologie ne cesse d'avancer, et comme on l'entendait aussi ce matin, on est toujours sur un problème suivant. Donc c'est pas si simple que de dire télé, ça veut dire que ça ne va plus me concerner. Parfois on a si je puis dire, des retours de bâton qui sont assez violents. Prenez un micro. De ce qu'on peut appeler la nouvelle éthique de la guerre, parce que... Est-ce que le micro marche ? Non. Toujours travaillé par la technique, mais là, il y a, à mon sens, ça pose un problème d'éthique fondamental, parce que la guerre, aujourd'hui, la guerre technologique, la guerre des médias, la guerre par Internet interposée,
ça devient une guerre déshumanisée. Je m'explique. Au regard de l'histoire, depuis la plus haute antiquité, la guerre passe par un affrontement direct entre deux armées ou deux combattants, peu importe, deux forces. Autrement dit, il y a une humanisation de la guerre. Aujourd'hui, depuis, disons, une vingtaine d'années, et je crois que le tournant fondamental, c'est la première guerre du Golfe, on entre dans une nouvelle conceptualisation de la guerre technologique occidentale. Parce que, bien entendu, ce que je dis ne concerne pas les forces ennemies qui restent toujours dans une logique très conventionnelle, les forces irakiennes en particulier, dans cette guerre de l'Irak. Mais du côté occidental, ce qui est frappant, c'est que cette guerre technologique, en déshumanisant la guerre, a suscité la construction de nouveaux concepts effrayants comme guerre chirurgicale ou frappe chirurgicale, dégâts collatéraux, guerre zéro mort, guerre virtuelle par écran interposé. Le pilote, aujourd'hui, ne voit pas sa cible. Autrement dit, il n'a pas le contact direct avec le fait de guerre. Mais le danger, c'est qu'il y a dans nos sociétés occidentales un sentiment de sursécurisation. Et au fond, l'idée que la guerre n'existe plus. La guerre n'est plus mortelle, si je puis dire. Pendant au moins une dizaine d'années. Et puis, il y a eu en août 2008 l'accrochage d'Uzbin terrible, au cours duquel des dizaines de soldats soldats des troupes occidentales, soldats français, ont été victimes de l'attaque des talibans, août 2008. Et là, il y a eu une espèce de choc psychologique, si je puis dire, en France. On s'est rendu compte que cette guerre tuait, que cette guerre n'était pas la guerre zéro mort. Et ce choc, si je puis dire, dans l'opinion publique, a des conséquences aujourd'hui sur le fait que l'on arrive à une espèce de judiciarisation de l'engagement militaire. Il y a aujourd'hui des plaintes déposées en justice, ou qui pourraient l'être, accusant l'armée de non-assistance à personne en danger, de mise en danger d'autrui, justement parce qu'il y a eu des morts en guerre. Vous voyez que là, il y a une réflexion aussi d'éthique sur la guerre, le combat et les combattants. Nous sommes en phase d'une espèce de mutation de ce type de guerre. Quelle réponse apporter ? Et là, nous sommes véritablement limités parce qu'il y a trop de questionnements. Et ce que nous pouvons espérer, c'est avoir suffisamment de temps pour pouvoir analyser à froid et non à chaud, de manière à dépassionner un débat et faire en sorte que ce nouveau type de combat devienne davantage un objet d'histoire, suscitant la réflexion, plutôt qu'un objet de passion. Et ça me semble tout à fait nouveau. Une autre question ? Madame, monsieur, excusez-moi, je ne vous vois pas. Madame. Je voudrais revenir au problème du temps et aussi au problème d'accès à Internet, parce que je pense qu'il y a une énorme partie de la population mondiale qui ne sait pas se servir de l'Internet, qui n'a pas accès, ou chez nous, je suis une personne âgée, et il n'y en a pas tellement qui utilisent l'Internet dans mon entourage. Est-ce qu'on ne créera pas une société à deux vitesses ? Ceux qui sont tout le temps informés, super informés, stressés, parce que je vois dans la nouvelle génération beaucoup de stress et très peu de soulagement par la technique moderne. Il faut du temps. Je pense qu'il faut du temps pour tout progrès humain est quand même lié à une croissance. Et une croissance n'est pas immédiate. Vous avez raison, enfin en ce qui me concerne, vous avez raison quand vous soulignez le stress que suscitent les nouvelles technologies de communication, disons, pour faire large. J'avoue que je regarde toujours avec consternation,
disons le mot, avec consternation, les gens qui, dans la rue, ont un casque sur les oreilles et sont autistes par rapport, ou dans le métro parisien, par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. Encore certains écoutent-ils de la musique. Bon, on peut peut-être la radio. On peut éventuellement comprendre. En revanche, c'est vrai, votre remarque sur la société à deux vitesses. Certes, un certain nombre de personnes, notamment chez nous les personnes âgées, un certain nombre de personnes, en raison de leur pauvreté dans le monde, auront un accès plus tardif à ces nouvelles technologies. Et on peut regretter une certaine société à deux vitesses. Mais est-ce que cette société à deux vitesses n'existait pas déjà avec des formes tout à fait traditionnelles de communication, comme la télévision, comme la radio, ou avant, comme la presse écrite, la diffusion de la presse écrite? En matière d'information, la société n'était pas et n'est pas encore aujourd'hui à deux vitesses, elle est à 4, 5, 6 vitesses. Hein. Donc c'est quelque chose de tout à fait dommageable. Je pense personnellement que c'est l'un des effets positifs d'Internet, il y en a d'autres, et il y a des effets négatifs, que ce sera l'un des effets positifs d'Internet, c'est peut-être de faire disparaître petit à petit une ou deux de ces catégories qui composent l'information. Je crois que ça va faciliter l'accès à l'information, à la connaissance et aussi à la distraction peut-être et à la culture. Ça va la favoriser plutôt que l'accentuer. Mais c'est un pari sur l'avenir. Oui, alors moi, c'était une question rapport à l'espace. Voilà, il y a deux questions dans ma question. En fait, d'une part, est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait de quel droit l'homme va aller conquérir l'espace et éventuellement le polluer en y déplaçant des petits robots super intéressants qui nous envoient plein de belles images et plein d'informations, mais qu'on laisse après quand même comme des carcasses sur des lieux qui étaient vierges. Et est-ce qu'il y a un moment où on fait la réflexion de se dire est-ce qu'on a le droit d'aller là-bas? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir si c'est vierge ou non, si c'est habité ou non? Bon, quelque part, on se pose en conquérant et en éventuel colon. Et donc, c'est quand même une réflexion, il me semble, qui touche vraiment l'éthique. C'est une vaste question. Il faut d'abord poser un petit préalable. C'est que, bon, je ne vais pas faire un test ou un sondage, mais j'entends parfois les gens me dire, mais de toute façon, l'espace, c'est un peu un lieu hors la loi, et donc l'homme, il fait n'importe quoi, et c'est la loi du premier arrivé, premier servi, etc. Ce n'est pas vrai. Dès le début de l'entreprise concrète de l'espace, il a en même temps été menée une réflexion juridique qui a conduit à l'élaboration de traités, d'accords internationaux qui, aujourd'hui, sont également introduits dans les lois nationales. Aujourd'hui, le droit français a une dimension spatiale extrêmement claire et extrêmement contraignante, donnant des responsabilités, par exemple, à une agence spatiale. Donc il y a déjà un droit qui a été instauré. Alors vous me direz, c'est vrai que c'est un droit que les humains ont établi sans demander ce qu'en pensent les éventuels habitants d'autres planètes. Je suis d'accord. Mais on est un petit peu dans une situation comme... Alors je vais être un tout petit peu provocateur par rapport aux droits des animaux. Je ne sais pas qui a demandé leur avis aux animaux pour savoir quel droit on leur accorde. Donc il faut aussi considérer que, en tout cas moi je considère ça comme étant des devoirs que l'homme, que l'humanité, au niveau d'organisations comme les Nations Unies, au niveau d'États qui ont signé ces accords, eh bien, se sont imposés à l'égard de cette exploration, conquête, colonisation, après ça dépend quel mot on utilise, de cet espace extra-atmosphérique qui, en question de taille par rapport à notre planète, est évidemment immense. Alors, c'est vrai qu'on peut prendre ça par deux biais. On est constamment, depuis hier, on se dit au fond, est-ce qu'il y a 5000 enfants qui meurent ou combien y en a-t-il de guéris? Donc on peut dire, l'homme, finalement, il s'octroie tous les droits, il va dans l'espace et il va mettre ses petits robots, ses petits déchets un peu partout. C'est vrai, mais il faut aussi commencer à s'interroger sur ce qu'est l'homme par rapport à d'autres espèces animales. Et ce que j'aime bien dire, c'est que de toute façon, toute activité produit des résidus. Bon.
et que ces résidus, s'ils ne sont pas naturels mais culturels, ce qui est le propre des activités humaines, eh bien, il faut instaurer des cycles de traitement de ces résidus. Quand quelqu'un me dit « mais vous, les gens de l'espace, vous avez transformé l'espace en poubelle », je dis « si seulement nous en étions déjà au stade de la poubelle ». La poubelle est un instrument extrêmement élaboré de traitement des déchets, qui est relativement récent. Bon, on n'en est pas encore là. En revanche, on a conscience de ce que l'on fait. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais on a conscience de ces débris qui tournent autour de nos têtes. On a conscience de ce qu'on a pu laisser sur la Lune, sur Mars et ailleurs, et conscience que c'est sous notre responsabilité. Alors, ensuite, il y a de nouveau des choix à faire et éventuellement des débats à instaurer. Jusqu'où irons-nous dans, effectivement, la pollution d'autres planètes pour savoir ce qu'il en est de cette planète ? Quels sont les devoirs que nous nous imposons comme scientifiques, comme ingénieurs ou simplement comme humains dans l'exploration ? C'est pour ça que je voulais absolument introduire tout à l'heure le domaine de l'exploration. Il y a toute une réflexion à mener qui est loin d'être achevée parce qu'on est aussi dans l'inconnu, précisément. On n'est pas en train de gérer la pollution sur les plages de cette baie. Parce que cette baie, on la connaît, on connaît les courants, on connaît le nombre de touristes qui y viennent. On peut gérer ça relativement facilement, j'en suis pas certain, mais en tout cas, on a des éléments. Là, on marche quand même en grande partie dans l'inconnu. Et c'est là qu'il faut à la fois une certaine prudence, aussi une certaine audace, et qu'on est de nouveau dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est effectivement aussi, vous avez raison de poser cette question, aussi imaginer le type de pollution qu'on va porter ailleurs. L'imaginaire n'est pas toujours uniquement des choses agréables, c'est aussi savoir quels sont les risques que je prends ou les risques que je fais courir à d'autres lieux ou éventuellement d'autres êtres. Francis Rocard a une question. Et ensuite, je demande à Denis Ott, jusqu'à quelle heure peut-on aller ? Est-ce qu'on tient encore 5-10 minutes ? 5-10 minutes, oui. 5 ou 10 minutes, ça vous va ? D'accord. Monsieur... Oui, attendez, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Jacques Arnoux, donc c'est dans la continuité. Sur l'aspect déchets, bon, le paradoxe, c'est que c'est ma femme qui pose la question, on aurait pu en parler ensemble. Mais sur les déchets que l'on met sur Mars, par exemple, parce que tu ne l'as pas dit ce point-là. D'abord, quantitativement, on n'en met pas beaucoup. Bon, la surface de Mars, c'est la surface des continents émergés terrestres. On a mis 10 déchets, on n'en parle plus. Un déchet, ça va tenir sur le quart de la surface de l'estrade. Bon, c'est vrai qu'on s'est permis de le faire. Mais ce qui est important, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que sur ces déchets, ils sont totalement inertes. Par là, vis-à-vis des générations futures, on les a stérilisés. Parce qu'on ne veut pas que nos bactéries arrivent sur Mars et qu'elles colonisent Mars. Et on ne veut pas que, à la finale, dans 1000 ans, parce que la technologie aura fait un bond en avant gigantesque, on arrive, on a salopé le terrain, comme on dit. Donc, on ne veut pas on essaye d'être plus stérile que les chirurgiens. Donc vous voyez que les règles de stérilisation sont absolument drastiques. Et aussi parce qu'on veut ramener des choses de là-bas, et là, on a peur que ce qu'on va ramener va être potentiellement dangereux, donc il va falloir les protéger beaucoup, et on va prendre des normes telles qu'aujourd'hui, ces missions coûtent une fortune à cause de ces normes de protection. Voilà, je voulais préciser ce point, c'est qu'on ne pollue pas tant que ça. Sauf, alors l'orbite terrestre, c'est différent. Là, c'est très différent, et Jacques en a parlé très bien. Monsieur. Bonjour à tous. On a abordé énormément de thèmes aujourd'hui, toute la journée, et chacun a expliqué son côté éthique de son problème. Est-ce qu'on a essayé, on a abordé le problème de l'universalité, si j'ose dire, de l'éthique, sans avoir réellement réussi à y parvenir. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que basiquement, il faut passer par des valeurs morales universelles pour construire une éthique. Et je pense en particulier que, malgré tous les problèmes soulevés très intéressants, je suis moi-même technicien, ça m'intéressait d'autant plus, mais le milliard de personnes, je dis personnes d'une façon... ce n'est pas un individu, c'est une personne. Le milliard de personnes qui meurent de faim, est-ce qu'ils ne sont pas un peu oubliés par le manque de morale ? Jacques Arnoux.
Vous m'imposez la question, mais il y a plusieurs éléments. D'abord, pour la deuxième partie de votre question, est-ce qu'on n'oublie pas les gens? C'était ce que je disais tout à l'heure sur nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Et ça, ce n'est pas une question du tout, soyez-en sûrs, que je jette en l'air. C'est-à-dire que quand à un moment donné, et on l'a bien entendu hier, cette espèce de tension, quand on réapprend qu'effectivement, chaque jour, 5000 enfants meurent de maladies pulmonaires et 5000 autres, etc. Moi, je suis désolé, je me sens concerné et en même temps, je découvre que ça ne m'empêche pas de dormir le soir même. Mais ça m'interroge, je vous assure, ça m'interroge. Et c'est pour ça que je voulais souligner ça. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas si longtemps, par rapport à des problèmes qu'on a évoqués hier, Nuremberg et compagnie, on pouvait dire « Ah ben ça, mon voisin le savait, mais moi je ne le savais pas ». Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Alors, il y a tout un chemin à faire par rapport à ça. Et je trouve que Jean-Claude Amezen nous a donné des exemples assez intéressants, enfin, pas seulement des exemples, non, mais comment, petit à petit, les choses peuvent avancer, comment on peut aussi alimenter notre réflexion d'éléments aussi positifs en même temps qui ont lieu. Par rapport à une éthique qui serait universelle, c'est un but magnifique à viser, tout en sachant qu'on n'en est pas encore là. On a évoqué hier, je crois, le comité de l'UNESCO, quand le comité d'éthique de l'UNESCO essaie de définir une espèce de code bioéthique qui soit universel, ça devient extrêmement difficile parce que aujourd'hui, et fort heureusement, notre humanité est pluriculturelle, pluri-idéologique, c'est une grande mosaïque, et vouloir réduire quelques valeurs autour desquelles on est tous d'accord, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça, histoire de rajouter encore une définition supplémentaire de l'éthique, celle-là que je vous offre, elle vient de Michel Foucault, où Michel Foucault disait, je trouve assez justement, l'éthique c'est une manière de penser et d'agir, action et réflexion, qui marque une appartenance. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas immédiatement une éthique qui soit universelle, au contraire, il dit, ne vous en faites pas. Dans votre manière d'agir, votre manière de penser, donc votre manière d'introduire ou d'être un être éthique, il y a nécessairement une marque de votre appartenance culturelle, tout ce que vous voulez, d'âge. Donc il faut le reconnaître. Mais ça n'empêche pas, pour autant, de s'engager dans une démarche qui, en permanence, essaie de lier autant que c'est possible l'action et la réflexion. Ce qui veut dire aussi, c'est que l'éthique ne concerne pas seulement des comités particuliers, nationaux ou locaux, tout ce que vous voulez, donc une espèce de cour des sages auquel on dit c'est eux qui réfléchissent et moi j'agis, ça veut dire que tout le monde est concerné par ce penser et cet agir. Et c'est à partir de là peut-être que si chacun est concerné, le milliard de personnes dont vous parlez, on les oubliera peut-être un peu moins demain. Albert Duroy, cette question nous touche, nous journalistes aussi. Oui, bien sûr, j'ai manifesté trop de réserve ou de réticence sur la rapidité de tout à l'heure ou sur l'image. Il y a des bons côtés aussi, donc ça me permet de compléter mon propos de tout à l'heure, notamment sur la connaissance, et la connaissance la plus concrète possible, c'est-à-dire notamment par l'image, de la misère du monde, des guerres lointaines, des famines, des catastrophes naturelles. Cette connaissance-là, notre connaissance-là, elle s'impose à nous largement par l'image que facilitent les moyens de transmission, les satellites, les nouvelles technologies de visualisation, de communication. Donc c'est l'un des effets positifs de ces progrès. Je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas, les plus âgés peut-être s'en souviendront. Il y a une trentaine d'années, peut-être un peu moins, dans les années 82, 83, 84, il y a eu un dramatique éboulement de terrain en Colombie. Une montagne qui s'est tout à coup effondrée sur la plaine et il y a eu des milliers de morts. Et une image a frappé et a provoqué une polémique en France, mais dans le monde entier. C'est l'image d'une petite fille de 13 ans, je crois, qui s'appelait Omeira, et qui était prisonnier de la boue et qui s'enfonçait doucement dans la boue sous l'œil d'un caméraman. Ces images ont provoqué un débat déontologique dans les rédactions de télévision, parce qu'elles tenaient évidemment racontées avec tout un talent d'écriture que peuvent manifester certains journalistes ou certains romanciers, racontés par écrit. Ça peut être très émouvant, mais il est évident que l'image
de cette petite fille ajoutait une dimension dramatique. Le débat, c'est évidemment, faut-il ou ne faut-il pas diffuser? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je sais la réponse que moi j'ai donnée. Et comme j'étais en responsabilité, c'est ma décision qui a été respectée et qui a été très critiquée par beaucoup de dossiers. C'était de diffuser. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un drame en Colombie, qu'on lance un appel à l'aide financière, l'aide médicale, l'aide des chiens de pompiers qui vont retrouver des vivants sous les décombres. Quand on parle de ça, qu'on essaye d'attirer la solidarité et qu'on dit il y a 1000 morts. 1000 morts. 1000 morts, c'est un chiffre, c'est une statistique, c'est 3 zéros derrière un 1. Qu'est-ce que ça dit? L'image de Meïra, c'était quelque chose qui certes suscitait l'émotion, qui correspondait à une réalité, hélas, qui donnait un visage à ces 1000 morts. Et c'est ce qui a emporté ma décision. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est celle qui a été mise en pratique. Allez-y. Si je peux me permettre quelques minutes pour répondre aussi à votre question, qui pourrait déboucher sur une conclusion en fait de cette journée. En fait, dans ce monde d'aujourd'hui, qui est un monde de souffrance, un monde de grandes inégalités au niveau planétaire, on a bien le sentiment que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si notre réflexion, le travail de tous les comités, de toutes les organisations internationales et le type de rencontres scientifiques d'aujourd'hui pouvaient permettre de réintroduire un peu de conscience dans la science, peut-être que nous pourrions alors améliorer les choses. Merci, professeur Hergès, d'avoir ainsi conclu cette journée. Je vous remercie d'être si nombreux encore à cette heure-ci et je vous dis à demain pour la conférence d'Axel Kahn. Merci à vous, merci les participants.